Bonjour à tous, voici une vidéo résumée du chapitre 4, la qualité de l'air du programme de Terminal ST2S. Tout d'abord, on va parler de la fraction et du pourcentage molaire. Alors le pourcentage, vous l'avez déjà vu au collège, on l'a réétudié notamment en seconde avec le pourcentage massique, maintenant en terminale où on va parler non pas du pourcentage massique mais du pourcentage molaire et de la fraction molaire. Tout d'abord la fraction molaire, elle s'écrit XI est égal à NI sur N total. XI correspond donc à la fraction molaire de l'espèce chimique appelée I, mais ça peut être par exemple du dioxygène, qui est égal à NI, c'est-à-dire la quantité de matière de l'espèce chimique qui nous intéresse, sur la quantité de matière totale qu'il y a dans notre mélange. On va prendre un exemple. On a 0,3 mol de dioxygène dans 1,5 mol de gaz. Si on détermine la fraction molaire du dioxygène, on a donc XO2 est égal à la quantité de matière NO2 sur la quantité de matière totale de gaz qu'il y a, NR, ce qui nous fait donc 0,3 sur 1,5, ce qui nous donne 0,2. Attention, ici, il n'y a pas d'unité. Et la fraction molaire a toujours une valeur comprise entre 0 et 1. Donc ensuite, on n'oublie pas bien sûr de faire une petite phrase, la fraction molaire de O2 est donc de 0,2. Ensuite, on passe au pourcentage molaire. En fait, c'est très similaire. On prend la fraction molaire et on la multiplie par 100 pour la mettre en pourcent. Parce que finalement, la fraction molaire, c'est pour 1, le pourcentage, c'est pour 100. On peut aussi l'écrire comme ceci, en développant. Si on fait un exemple, et on reprend notre même exemple, mais on fait le pourcentage cette fois, là, le pourcentage molaire de O2, c'est donc la fraction molaire de O2 fois 100, donc 0,2 fois 100. Et si on utilise la deuxième relation, qui est en fait la même, à quelque chose près, on a donc 0,3 sur 1,5, ce qui correspond à la quantité de matière de O2 sur la quantité de matière totale, fois 100, ce qui nous fait toujours 20%. Et on n'oublie pas, bien sûr, la petite phrase. Maintenant, parlons d'une loi, l'une des plus connues par les physiciens et chimistes, c'est la loi des gaz parfaits. Cette loi, elle s'applique uniquement aux gaz à basse pression. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère qu'à basse pression, les molécules qui constituent le gaz sont tellement éloignées qu'elles n'interagissent pas entre elles. Et dans ces cas-là, on considère que c'est un gaz parfait. La formule, c'est la suivante, PV égale nRT. Alors, il n'y a pas vraiment moyen de la retenir d'une façon mnémotechnique, du moins je n'en connais pas. Mais ce mot, cette formulation, PV égale nRT, c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans le crâne. C'est comme un peu une mélodie, PV égale nRT. PV égale nRT, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur en fait. Il ne faut juste pas se tromper dans les unités. La pression, il faut l'exprimer en pascal. Le volume en mètres cubes. La quantité de matière en mol. La constante des gaz parfaits, elle vous sera toujours donnée, elle fait 8,314. Et puis on a toutes ces unités. Et puis enfin, la température du gaz qui doit être en Kelvin. Et là, il faut faire très attention. En Kelvin, il faut donc ajouter 273,15 à la température en degrés. Mais ça, c'est pareil. C'est une formule qui sera donnée. Bref, il faut bien se retenir les unités, parce que des fois, ça ne sera pas tout à fait exprimé dans les mêmes unités, mais on vous donnera toujours les éléments de conversion. Maintenant, on va parler de quelques molécules qui peuvent influencer la qualité de l'air. Tout d'abord, le monoxyde de carbone CO. Alors c'est un gaz qui est toxique, même potentiellement mortel, même à faible quantité, à faible concentration dans l'air. Et en fait, généralement, il est produit à cause d'une mauvaise combustion. En fait, au lieu de former du CO2, il va former simplement du CO par manque de dioxygène. C'est par exemple pour ça qu'il faut ramoner régulièrement les cheminées de maison, parce qu'on a un risque de mauvaise combustion et donc de libération de monoxyde de carbone dans l'habitation, et ça entraîne un risque très important pour ses habitants. Comment ça fonctionne? Dans notre sang, on a une molécule qui s'appelle l'hémoglobine, et l'hémoglobine, son rôle, c'est de transporter le dioxygène. Et en fait, quand il y a du monoxyde de carbone, du CO, dans l'air, l'hémoglobine va préférer transporter le monoxyde de carbone et non pas le dioxygène. Et le problème, c'est que du coup, notre corps et nos muscles ne vont plus être alimentés en dioxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie, et donc ils vont arrêter de fonctionner. Et donc les muscles, ils sont très importants parce qu'ils ne servent pas juste à nous déplacer, mais ils nous servent aussi à faire fonctionner le cœur, par exemple, ou les poumons. Donc ça peut entraîner effectivement la mort.
Maintenant, on va parler de l'ozone. Alors l'ozone, c'est un gaz un peu particulier, hein, qui est donc de formule chimique O3, c'est-à-dire que c'est 3 oxygènes. C'est un gaz un peu particulier parce qu'il est à la fois dangereux, mais au contraire extrêmement important pour la vie sur Terre. Alors tout d'abord, il est dangereux parce qu'en fait, il est irritant et même toxique à dose élevée. Alors je vous rassure, on est assez peu exposé à l'ozone de manière générale. En fait, on en retrouve un petit peu l'été, en bord de route notamment. C'est pour ça que des fois, on a des capteurs de pollution et des capteurs d'ozone. Parce qu'en fait, l'ozone, elle va être produite par temps de forte chaleur à partir d'oxydes d'azote et d'autres composés qu'on retrouve dans l'air. Et en fait, les oxydes d'azote, ce qu'on appelle les NOx, ils sont produits notamment par les véhicules diesel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des pièges à oxyde d'azote, des pièges à NOx dans les véhicules diesel, notamment l'AdBlue, si ça vous dit quelque chose. Bref, c'est donc une molécule assez dangereuse. Mais pour autant, dans la couche d'ozone, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, d'une part, elle est située à haute altitude, même très haute altitude, de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres, ce qui fait que globalement, nous, humains, à la surface de la Terre, et globalement tous les êtres vivants, on n'y est pas exposé à cette ozone. Et en fait, elle nous protège, cette couche d'ozone, des UVC notamment, et un petit peu des UVB. Et il faut savoir que les UVC sont extrêmement nocifs, parce qu'en fait, on prendrait d'énormes coups de soleil. Vous avez déjà peut-être pris des coups de soleil, mais il faut s'imaginer que, encore, là, on n'a pas les UVC qui, eux, sont encore plus dangereux que les UV qu'on capte traditionnellement quand on s'est bronzé au soleil. Et donc, sans la couche d'ozone, les UVC, ils arriveraient à la surface de la Terre, et malheureusement, en fait, on ne pourrait pas vraiment vivre à la surface de la Terre. Donc, sans cette couche d'ozone, la vie à la surface de la Terre ne serait pas possible. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, enfin, c'était même au siècle précédent, il a été détecté un trou dans cette couche d'ozone à cause des CFC. Alors, les CFC, c'est les chlorofluorocarbures, pardon. Donc, c'est un gaz formé de fluor, de chlore et du coup de carbone, forcément. Et en fait, voilà, il y avait un impact. Et donc, il y a eu en 1987 un protocole qui a été signé, c'est le protocole de Montréal, qui avait donc pour but en fait d'éradiquer cette molécule, du moins d'en utiliser le moins possible, afin d'éviter d'avoir un trop fort impact sur la couche d'ozone, parce que le problème c'est que voilà, c'était une conséquence directe, ça pouvait faire en sorte de détruire la vie sur Terre, donc il fallait absolument protéger la couche d'ozone. Et donc ça a mis quand même des années et des années à partir de là pour que la couche d'ozone se reforme petit à petit, ça a pris vraiment très longtemps. Et pour finir, on va parler de différentes molécules qu'on appelle en fait les gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, ce sont donc des gaz qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la Terre. Il faut savoir que ces rayonnements infrarouges, c'est un rayonnement en fait qu'on ressent tout le temps, puisque par exemple quand vous sentez la lumière du soleil et que vous sentez la chaleur sur votre corps, et bien en fait vous sentez le rayonnement infrarouge. C'est ça qui donne cette sensation de chaleur. C'est la même chose quand il y a un incendie par exemple et que vous sentez la chaleur qui vient vers vous, en fait c'est les rayonnements infrarouges. Ou même quand vous approchez de quelqu'un et que vous sentez la chaleur corporelle, encore une fois, c'est le rayonnement infrarouge qui arrive sur votre peau. En fait, le rayonnement infrarouge, en quelque sorte, c'est lui qui transporte la chaleur sous forme de rayonnement. Et donc, il y a différentes molécules comme le dioxyde de carbone, le méthane ou l'eau, qui en fait ont cette capacité-là de bloquer les rayonnements infrarouges, et c'est-à-dire en fait garder la chaleur à l'intérieur de la Terre, dans l'atmosphère. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous mettiez une voiture en plein soleil. Les vitres vont garder la chaleur à l'intérieur. Et c'est un peu le même principe. Alors, pour vous montrer avec ce petit schéma, on a donc des rayons infrarouges qui sont émis par la surface de la Terre, et les gaz à effet de serre, eux, ils vont essayer d'en garder une partie. Et en fait, plus il y a de gaz à effet de serre, plus on garde des infrarouges, et donc plus l'atmosphère va se réchauffer. Alors, ça peut avoir des effets néfastes. Canicules plus fréquentes, des tempêtes et des inondations, parce que forcément, s'il fait plus chaud, il va y avoir une plus forte évaporation de l'eau en mer, ça veut dire plus d'ouragans, plus fort, et puis aussi, quand il y a de la pluie, forcément, puisqu'il y a plus d'eau qui s'est évaporée, forcément, il y a plus de pluie qui coule, donc il peut y avoir des tempêtes et des inondations plus fortes. Alors ces origines de ces gaz à effet de serre, il y a notamment l'industrie,
les énergies fossiles, les transports, enfin il y a énormément d'activités que l'homme fait. Alors il y a aussi d'autres choses, hein, comme les volcans par exemple, qui émettent un certain nombre de gaz qui peuvent avoir un impact sur l'effet de serre. Voilà pour ce chapitre.